Bonjour et bienvenue sur ce webinaire DailyFX. Donc Nicolas Lavallée au micro et comme vous avez l'habitude, eh bien on va faire un point marché ensemble. On va faire le tour du Forex et des CFD, c'est-à-dire les indices et matières premières. Alors le temps pour moi de vous afficher le petit panneau évidemment de rigueur en ce qui concerne donc les avertissements et les risques associés au trading sur le marché des devises et produits CFD. J'en profite pour vous demander sur le chat, donc bonjour à tous, hein, bonjour Yas, Alex, Coco, merci Yoav pour ton commentaire. Donc si vous pouviez juste me confirmer le son sur le chat, je vous en remercie par avance. Et donc les risques, hein, la négociation sur marge comporte un risque élevé, vous le savez, et ne peut être recommandé à tout investisseur. Donc on vous invite à travailler vos analyses techniques, à prendre le temps de travailler vos graphes. Le trading, c'est un travail de fond avant tout, c'est un gros travail préparatoire. Et une fois que vous vous sentez prêt et aguerri, après un passage en mode démonstration, eh bien, vous pouvez attaquer le trading sur compte réel, évidemment, sur FXCM, qui est notre plateforme de trading que vous connaissez évidemment tous pour la plupart. Donc bonjour Michel, bonjour Yves, bonjour visiteurs de la Réunion, fidèle spectateur qui vient nous voir chaque semaine. Donc merci à vous, vous êtes très nombreux sur le chat, je peux pas relayer tout le monde évidemment. Alors, je vous propose d'attaquer bien par les indices, si vous le voulez bien. Donc je vais de suite positionner alors ma fenêtre voilà en journalier. On va se mettre sur le DAX et peut-être avant vous parler de l'euro pour bien comprendre ce qui se passe sur les indices. Voilà. Vous savez que nous avons une corrélation inverse entre l'euro USD et les indices européens. Alors si vous entendez un petit bruit de fond, je suis désolé, c'est que juste il y a des travaux dans le bâtiment, j'espère que on va pas entendre un marteau piqueur. Alors vraiment toutes mes excuses, mais c'est bien indépendant de ma volonté. Alors pour l'instant, euh, ça va. Donc l'euro USD, vous vous souvenez ce graphe que je vous présente maintenant depuis longtemps, hein. On était acheteur sur le bas de ce canal haussier vers les 1,08. Enfin, je vous avais conseillé d'attendre la cassure des 1,0980 pour viser les 1,13 et je vous avais donc dit que les 1,13 pour moi me posaient problème puisque nous avions sur l'euro USD un retour en pullback des cours sur cette oblique montante. C'était également le haut de cette fourchette d'Andrews et c'était également un niveau donc d'expansion clé puisque nous avions une vague A égale C en amplitude. Donc les 1,13 étaient pour moi en fait une zone de recherche de short et donc si vous êtes aguerri et que vous faites de l'intraday, eh bien j'espère que vous avez pu trouver un point d'entrée sur l'euro pour shorter donc cette fameuse zone des 1,13 en se donnant comme premier objectif de prix par action-réaction un retour sur la ligne médiane donc de ce canal de façon à ce que vous neutralisiez votre risque, donc prise de bénéfice, mise en stop 0 et puis vous laissez courir votre position pour aller rechercher la ligne médiane de ce grand canal Andrews qui également par action-réaction peut attirer les prix vers sa ligne médiane. Si tel devait être le cas, nous aurions donc l'apparition d'une configuration en triangle sur l'euro USD que je vais vous afficher en horizon hebdomadaire, ce sera plus parlant pour vous. Vous voyez, donc on a vraiment une consolidation latérale hein, depuis maintenant janvier 2015 sur l'euro, avec des vagues en trois temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc il n'est pas du tout impossible que cette structure en triangle se confirme. Il nous faudrait donc deux vagues supplémentaires, puisqu'un triangle héliotiste se déroule en 5 temps, A, B, C, D et E, et donc potentiellement une baisse de l'euro, puis une dernière vague montante avant de nouveau une baisse de moyen terme, peut-être pour milieu de l'année 2016. Bon, pour l'instant, on reste dans un scénario qui est encore très éloigné.
Euh, on est, on est encore dans le domaine du scénario et donc euh, c'est la raison pour laquelle je, je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire identifier des zones sur lesquelles vont entrer en confluence un certain nombre d'éléments qui vont dans votre sens. Donc ici, c'est vrai qu'on avait à la fois un niveau de résistance, j'ai envie de dire, donc par le biais de cette expansion Fibonacci, le haut d'un canal Andrews et une zone de pullback, donc une zone stratégique de short. Donc si vous l'avez pris en intraday, bravo à vous. Donc ce qui était intéressant, c'est surtout ce que je vais vous montrer, parce que ce graphe, vous le connaissez maintenant depuis plusieurs semaines, c'est l'effet que cela peut avoir sur les indices. Donc si on regarde, alors oui, effectivement, Bull Trade, merci pour ta remarque, effectivement, alors je viens pas tout à fait du monde du poker, mais j'ai monté effectivement un portail il y a quelques années qui s'appelait Poker Academy, qui est devenu le 3e site affiliateur dans l'industrie du poker. Et donc, avec le temps, j'ai switché dans le monde de la finance qui me paraissait beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant pour moi. Donc, je ferme cette parenthèse puisque j'avais abordé le monde du poker sous un angle vraiment business, ayant monté donc des sites relatifs à l'affiliation. Alors, nous allons maintenant aller sur le DAX. Donc, le DAX, vous voyez, c'est quand même quelque chose. Alors, je vous ai fait une analyse vraiment intéressante sur le CAC 40 qui a été publié sur DailyFX. Donc, je crois que c'était hier ou avant-hier. Donc, nous allons voir ça ensemble. Je vais vous afficher cette fenêtre. Puisque c'est important parce que le DAX est à peu près dans la même configuration. Donc on va, pour me retrouver, hein, vous allez dans les analystes DailyFX et puis vous descendez, voyez, et vous me retrouvez. Bon, la photo n'est pas terrible. Vous redescendez et voilà l'analyse que je vous avais envoyée sur le CAC 40. Le CAC 40, on le sait, il est sur une zone potentiellement acheteuse. D'accord. C'est vrai qu'on a eu des mouvements baissiers qui font peur, puisque depuis quelques mois, on est en tendance baissière sur les indices, mais il faut aussi faire preuve de sang-froid et prendre du recul. C'est-à-dire, quand vous avez des mouvements comme ça aussi violents, en général, les baisses sont plus violentes que on va dire que l'appréciation des cours, puisque on peut avoir des mouvements de panique et donc des mouvements assez impulsionnels, assez impulsifs. Donc, mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai envie de dire il faut paniquer et suivre l'effet de panique. Et au contraire, il faut profiter de ces moments-là pour prendre un peu de recul et regarder quels sont les seuils de moyen terme qui sont présents sur les actifs concernés. Et c'est vrai que quand on regarde le CAC 40 en horizon mensuel, on arrive quand même sur des zones de support de moyen terme. C'est-à-dire que la zone des 4000, c'est quand même, vous voyez, c'est quand même un support. C'est-à-dire que ce support, cette résistance des 4000, quand on l'a cassée, vous voyez, elle s'est polarisée. Donc on voit bien le rejet des cours sur cette zone des 4000. On est allé chercher le haut de la fourchette d'Andrews, donc le haut du canal, même si à ce moment-là, c'était pas tout à fait, bon, là on a plus un canal de régression que j'ai ajusté sur les hauts, et on va arriver bientôt, progressivement, on arrive sur la zone basse. Donc toute cette zone des 3850-4000 est une zone sur laquelle j'attendrai un rebond technique, du moins on aurait quelque chose de logique sur le fait qu'un rebond technique ait lieu sur cette zone, puisque c'est un support donc chartiste, c'est un bas de canal, et en termes de décompte héliotiste, ça a du sens puisque les cours viendraient revisiter le territoire de la vague 4. Si vous suivez mes articles, vous connaissez ce principe clé héliotiste, et évidemment une obligation de ne pas clôturer en dessous donc de ce point matérialisé par le 1 qui est ici, donc la zone des 4000. Donc même si on la pénètre, l'important, c'est ce que je dis dans l'article, que les cours rejettent cette zone et qu'on clôture vraiment au-dessus de ce point-là sous peine d'invalider le décompte. Mais tout ceci me fait dire qu'il va y avoir
un vrai combat entre acheteurs et vendeurs, et je pense que vraiment des acheteurs, déjà il va y avoir des prises de bénéfices de ceux qui shortaient, et je pense vraiment que des acheteurs peuvent défendre la zone. Donc si on se projette en horizon journalière, on voit très bien ici l'apparition d'un flag, finalement ça c'est un drapeau de consolidation, qu'on voit mieux en horizon journalière, avec, en mettant une expansion sur les vagues W, c'est une vague X ici, pardon, c'est pas une vague Y. Donc on a W, X et Y, nous avons une amplitude égale entre la vague W et la vague Y, d'accord, puisque les cours sont venus chercher donc l'expansion des 100%. Donc ça, c'est également une forte zone de prise de bénéfice de la part des vendeurs, puisqu'ici on peut vraiment avoir un drapeau, c'est une possibilité, avec une appréciation des cours dans la foulée. Donc un rebond technique sur cette zone, c'est ce que j'indiquais. Vous voyez, je disais, il reste du potentiel à la baisse sur cet actif. D'ailleurs, les cours sont venus chercher, ils ont baissé depuis pour aller chercher donc le niveau des 100%. Mais il faut agir avec prudence car nous approchons d'une zone potentiellement acheteuse de moyen et court terme. Donc ça, c'était quelque chose sur lequel je voulais vous alerter. Et c'est vrai, quand on regarde le DAX, il est exactement dans la même configuration. Eh bien, on a un rebond technique qui a lieu exactement sur le point de convergence de, vous voyez, ça c'est une fourchette d'Andrews alignée sur les hauts. Le marché est venu chercher la partie basse. Il est venu également chercher finalement le bas du drapeau. Si je fais un report de l'oblique supérieur sur les niveaux inférieurs, nous avons ici une zone croisée de bas de canaux et qui fait réagir les cours logiquement. Alors, ce que je ne vous dis pas, donc on a potentiellement, pardon, excusez-moi, j'ai un petit rhume, on a potentiellement ici réalisé une vague en 5 temps. Vous voyez, en termes d'analyse héliotiste, quand vous avez une vague A suivie d'une vague B, la vague C se réalise en 5 temps et nous avons fait 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord. Alors ce qui peut se passer, c'est pour ça que je veux quand même être prudent, vous voyez, on peut faire, si on devait faire un décompte, on peut voir une vague 1, 2, 3, on est peut-être en train de faire la sous-vague 4, donc il n'est pas impossible que derrière, on revienne chercher un bas. D'accord. Et en faisant, pourquoi pas, une dernière vague 5 en diagonale terminale. Ce n'est pas impossible. Mais le marché peut très bien repartir sur ce seuil, et quoi qu'il en soit, ce qui est important surtout, c'est de bien voir que nous étions sur une zone graphique de soutien et que on voit bien, les cours ont été rejetés, on voit la mèche en journalière hier sur le DAX, on a eu la présence d'acheteurs sur ce seuil. D'accord. Et ce qui vraiment, c'est pour ça que je veux absolument rebondir sur l'euro USD, puisque c'est en pleine corrélation avec ce qui se passe sur l'euro. L'euro est vraiment arrivé sur cette zone croisée de résistance. Donc si l'euro baisse, voyez, et ici l'euro, objectif, aller chercher la ligne médiane, d'accord, qui est un premier objectif et un premier TP si vous avez shorté cette zone, donc des 1,13. Okay. Donc on a une parfaite synchronisation entre l'euro et les indices en termes de seuil technique. Alors, je vais également vous montrer d'autres indices, les indices notamment italiens, puisque j'ai fait un travail de corrélation. Alors je vais vous montrer la vue hebdomadaire. Vous savez que j'aime bien regarder le MIB, j'aime bien regarder l'IBEX aussi, puisqu'ils sont, en général, ils sous-performent, enfin sur le MIB, ils sous-performent vraiment les indices, le DAX. Le DAX c'est quand même l'indice qui sous-performe sur le marché européen. Et le MIB, quand donc le marché est baissier, eh bien il va atteindre des seuils plus rapidement. Et en fait, quand on regarde, donc ici c'est une fourchette d'Andrews, on a le premier point pivot qui est ici, deuxième point pivot qui est ici, le troisième point pivot qui est là. D'ailleurs, on a une expansion que je vais recaler. Eh bien, en fait, c'est simplement que j'ai dû la déplacer à un moment donné par erreur, donc je la recale. Je prends le temps, voilà, de remettre à jour donc cette expansion. Quand je prends cette fourchette d'Andrews, donc le tracé n'est pas objectif, il est subjectif puisque je ne prends pas les points pivots clés,
Néanmoins, j'ai ajusté l'angle de cette fourchette pour la polariser, pardon, pas pour la polariser, mais pour qu'elle coïncide avec cette zone de contact qui est ici. D'accord. Et en faisant de la sorte, eh bien, on obtient une ligne de tendance, une oblique supérieure, qui finalement, reportée sur les bas, nous donne un point de contact avec réaction du marché. Quand on regarde le décompte héliotiste relatif à ces vagues qui sont ici, donc vague A, vague B, vague C, on obtient également, vous voyez, j'utilise le jeu d'expansion, un jeu d'expansion standard finalement, relatif en fait à des points pivots significatifs. Et quand on fait ce genre de choses, on regarde les niveaux de convergence clés. Et nous sommes ici sur ce que j'appelle donc un cluster Fibonacci, c'est-à-dire deux niveaux d'expansion à 618 qui convergent sur la même zone et qui vont converger sur cette oblique de soutien. Alors vous allez me dire, c'est vrai que cette oblique n'existe pas encore puisque ce point n'est pas validé. Mais c'est justement ce genre d'approche qui est intéressante parce que si vous utilisez des obliques qui ont déjà fait l'objet de rebonds plusieurs fois, eh bien ça va fragiliser votre oblique. Partez du principe que quand une chose est évidente sur les marchés financiers, quand une zone graphique est évidente, il y a quand même moins de chances qu'elle soit respectée. C'est assez simple en fait. Supposons, je vais vous donner un exemple pour imager ça, je vais vous donner une parabole, d'accord? Supposons que vous avez un actif et qu'il y a un consensus sur cet actif qui nous dit le marché va atteindre 50, mettons par exemple, prenons le pétrole ou prenons le pétrole. Le marché, le consensus des économistes nous dit on va aller chercher le niveau des 50 $ le baril, d'accord, sur le WTI. Voilà, la probabilité c'est 100%, tout le monde est d'accord sur le sujet, le pétrole va aller rechercher le niveau des 50 $ d'ici 3 mois. Ok, est-ce que vous pensez une seconde que le marché va aller chercher les 50 $? Ben moi je vous dirais non. Pourquoi? Parce que quand le marché, vous savez une chose, c'est que si le marché va chercher ce niveau des 50, c'est là où tout le monde va vouloir maintenant après liquider ses positions et prendre ses bénéfices. Donc vous allez vraiment attendre que le marché arrive sur les 50 pour liquider votre position, sachant que derrière vous pouvez avoir un mouvement d'impulsion très fort, baissier, puisqu'il va y avoir des prises de bénéfices très importantes. Ben non, vous allez prendre vos bénéfices un peu avant, mais du coup si tout le monde fait pareil, le niveau des 50 $ ne sera jamais atteint. C'est pour ça que quand vous avez une information qui est publique, quand vous avez une information qui finalement devient trop évidente, eh bien le marché ne va plus en tenir compte. Elle a perdu finalement son essence et donc derrière, en termes de résultats, on est souvent déçu. C'est la raison pour laquelle j'aime bien, moi, être plutôt dans l'anticipation et me dire, bon, on a une oblique supérieure qui respecte un certain angle de marché, donc un certain axe temps-prix, et bien en reportant ces obliques sur la partie inférieure, on peut s'attendre finalement à l'apparition d'un canal de régression, avec un objectif qui serait l'axe médian des prix, c'est-à-dire un retour vers l'équilibre dynamique des prix. D'accord? Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, vous connaissez, c'est les principes chers à Andrews et Bobson. Vous voyez, ici, on trouve finalement sur la ligne médiane, on trouve une certaine forme d'équilibre des prix. Vous voyez, on avait à peu près buté sur cette partie-là, on est revenu, on a pullbacké sur cet axe médian des prix, on est revenu là-haut, on est revenu ici, vous voyez, on a eu de nouveau une réaction, on vient sur la partie basse. La logique voudrait, par action-réaction, droite d'action, droite de réaction, que les prix viennent rechercher cet axe médian des prix. Donc, c'est une probabilité. Évidemment, il faut pas, ça ne reste qu'une probabilité. Il faut croiser cet élément avec d'autres éléments en dur qui viendront finalement s'ajouter à cette probabilité et qui viendront la renforcer. C'est la raison pour laquelle j'utilise donc la théorie des cycles héliotistes pour pouvoir utiliser le jeu des expansions et regarder quels sont les niveaux de cluster. Et quand un niveau de cluster correspond de plus à un niveau chartiste clair, c'est-à-dire un niveau de support de résistance évident, ce qui n'est pas le cas ici, d'accord? Il n'est pas du tout évident de trouver une zone de soutien technique. Peut-être sur cette zone-ci, vous voyez, si je devais tracer mes niveaux, on aurait vraisemblablement
Alors, c'est quand même pas si évident. Ici, on a des niveaux de résistance. Vous voyez, ça, c'est une résistance claire. Puisque, alors, comment je fais pour trouver des niveaux de résistance et de support clés? Eh bien, vous devez rechercher les polarités. Vous voyez, quand le cours a buté ici sur ce... Vous voyez, on a vu une première mèche là, on est venu buter, donc on a une résistance. Ensuite, vous voyez la polarisation qui s'est réalisée exactement sur ce niveau de prix. On est revenu de nouveau, vous voyez, on a eu polarisation, on a eu un soutien. Et donc, si le marché revient sur cette zone-là, on aura une vraie résistance sur ce seuil. D'accord? Mais je vois pas vraiment des niveaux chartistes clairs, vous voyez, sur ce seuil. Donc, on a un élément de moins. J'aime bien vérifier des niveaux de cluster avec des supports chartistes. Encore une fois, ça vient renforcer le fait que votre position est susceptible d'occasionner des rebonds techniques sur la zone. Alors on peut regarder également, Nicotrade, j'ai l'air tellement sûr de moi. Eh bien, en fait, il faut rester humble. C'est pas parce que je vous parle d'une façon convaincante que j'ai toujours raison. Évidemment que non. Ce que j'aimais sur les marchés, ce sont des scénarios. Souvent d'ailleurs, je n'aimais pas un scénario, j'en aimais plusieurs. Si vous regardez l'article que j'ai pu écrire récemment sur le gold, eh bien, il arrive de temps en temps que plusieurs possibilités, notamment en termes de décompte idiotisme, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez subjectif et difficile, eh bien, par honnêteté intellectuelle, vous n'allez pas proposer un scénario et plusieurs scénarios. Mais j'insiste vraiment, si vous êtes un peu dubitatif, j'insiste vraiment sur le point clé que moi je veux faire ressortir au travers de mes analyses. Ce que je veux vraiment faire ressortir au niveau de mes analyses, au-delà des scénarios, ce sont vraiment ces zones stratégiques de retournement potentiel sur laquelle j'attends une réaction bearish ou bullish du marché. Ce graphe, c'est un graphe que je vous propose depuis plusieurs semaines. Quand le marché était revenu chercher le bas de ce canal, je passais acheteur. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes, et c'est normal d'être un peu dubitatif, surtout que ce que je vous propose, ce ne sont pas des analyses simples, c'est un vrai travail de recherche derrière, et c'est vraiment, je vous l'accorde, ce n'est pas évident, surtout si vous débutez sur les marchés financiers, d'appréhender l'approche que je vous propose, puisque je croise 3 niveaux d'analyse différentes que je fais converger pour justement arriver à des niveaux de clusters qui vont me permettre de dire que là on a un vrai blocage sur le marché, et finalement c'est ça qui est important, au-delà des scénarios, au-delà des biais qu'on peut avoir, c'est vraiment identifier ces zones où le marché a une bonne probabilité de se retourner, parce que j'ai pas un seul élément qui va dans mon sens, j'en ai plusieurs, et plus vous aurez d'éléments qui viendront en résistance sur cette zone de prix des 1,13, et bien plus la probabilité que le marché réagisse sur cette zone sera forte. Et c'est tout ce qu'on demande, puisqu'après votre scénario, ok, vous avez un scénario avec des objectifs, vous allez dire vous êtes baissier, donc il faut rester rationnel, il faut rester objectif et se donner des niveaux de prix qui sont compatibles avec vos outils d'analyse, mais le plus important, c'est le point d'entrée. Si vous ratez votre point d'entrée, eh bien, même si vous pouvez avoir un biais baissier, vous savez que les cours marchent en vague, vous pouvez vous faire stopper alors que votre analyse de fond finalement est pas mal, votre biais était bien dans la direction que vous vous étiez donné. Mais le point d'entrée est essentiel. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire ressortir dans mes analyses, c'est avant tout ces zones de retournement sur lesquelles on peut rentrer et très vite neutraliser notre risque. Et après, on joue notre scénario à fond avec des prises de bénéfices sur des zones d'intervention clés. Voilà. Donc, je préfère rester humble. Je ne sais pas si le marché va rejoindre ça. C'est souvent ce que le marché fait en termes d'action et réaction. Et c'est pas moi qui le dis, c'est simplement des gens qui ont fait un travail absolument énorme et gigantesque dans le passé, que sont Alan Andrews et Bobson. Et ces deux personnes-là ont découvert des principes clés sur les marchés financiers au travers des canaux de régression,
et qui explique pourquoi les cours viennent rechercher souvent l'axe médian des prix. J'espère que le marteau-piqueur ne va pas s'enclencher, sinon je vais devoir arrêter le cours. Alors, est-ce que vous entendez le bruit de fond derrière? Dites-moi si c'est supportable ou pas. Sinon, je suis désolé, je devrais interrompre le cours. Alors, je vais vous montrer... Alors, le décompte de la hausse de la part de visiteurs sur l'euro USD. Ok. Je vais te l'expliquer, le décompte de la hausse. Si nous sommes dans une configuration en triangle, on est censé faire 5 vagues en 3 temps. Donc, on a fait la première vague ici, 1, 2, 3. On voit clairement du 3 temps. Et ici, on voit du 3 temps également. Donc ça, c'est les signes précurseurs d'un triangle. On a de nouveau ici une vague en 3 temps. Alors, dans cette hypothèse-là, ce qui est important, c'est de bien réaliser les sous-décomptes de ces vagues en 3 temps. Vous voyez, ici, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc une vague A en 5 temps. Dans un triangle, chaque vague, les vagues en 3 temps se décomposent en 3, 5, 3. Donc, nous avons ici du 5, 3, 5, 3, 5. Donc, nous avons du 5 temps sur cette vague A, et on peut ici noter du 5 temps sur cette vague C. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pour ça qu'ici, j'ai utilisé la nomenclature 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, nous sommes potentiellement sur le haut de la sous-vague 5 de notre vague C, donc fin de vague C qui est terminée. Okay. Et ça correspondait parfaitement sur le retour de la fourchette d'Andrews. Okay. Et donc, réaction baissière des cours. Donc, voilà ce que j'espère que j'ai répondu à ta question sur l'euro USD. Ouais, désolé, Crapulus, bon, voilà, ils se sont arrêtés, donc tant mieux. Alors, peut-être l'IBEX également pour finir le tour sur les indices. Et puis, on peut parler aussi du Nikkei. Comme ça, on aura vraiment réalisé le tour. Donc là, ok, donc ça, pardon, c'était l'IBEX. Le MIB. Donc l'IBEX, je vous ai donné une zone de cluster. Non, en fait, c'est à peu près la même configuration entre l'IBEX et le MIB. Vous voyez, je vais vous faire voir. Je retourne sur le MIB. Vous voyez, le MIB également. On retrouve ici potentiellement ce qui pouvait être donc une structure en double bottom, avec un double top et un retour sur le bas du canal de régression sur des niveaux de cluster, donc Fibonacci. Si on regarde l'IBEX, il est dans la même configuration. Vous voyez, un double top qui a donné donc ces 200%. En général, on va soit chercher les 1,618, soit les 200% dans des structures en double top. On peut également, vous voyez, j'avais ici réalisé pour vous donc un décompte en A, B et C. On peut regarder ensemble le niveau d'expansion relatif à cette vague A et cette vague C, avec un potentiel de vague A qui est égal à la vague C. Et vous voyez comment le marché réagit extrêmement précisément sur ces niveaux clés. C'est-à-dire quand on a des niveaux de retracement en 3 temps, le niveau des 100% est un niveau extrêmement important. On a une mèche, le marché a exactement réagi sur cette zone. Et elle vient en complément d'une expansion clé de double top qui a donné donc ces 200%. D'accord, ce qui est en fait l'objectif, ce qui correspond à l'objectif chartiste en fait d'un double top. Donc ici, une réaction haussière, j'ai envie de dire vraiment naturelle. Donc après, on verra si le marché va continuer donc cette appréciation des cours. Le premier objectif serait un retour sur la ligne médiane des prix. Donc avec une appréciation des cours, vous voyez, il faut appliquer le principe d'action-réaction, pas uniquement de façon théorique, mais j'ai envie de dire de façon très pratique et pragmatique en termes de money management. Parce qu'on a toujours ici ce que j'appelle moi dans mon jargon un point d'arbitrage. Quand le marché revient sur l'axe médian des prix, eh bien on a une vraie résistance. Et c'est ici qu'il peut y avoir un point de décision sur la poursuite de la hausse ou au contraire on repart baissier et à ce moment-là risque de tout casser par le bas. Donc
c'est forcément pour vous, puisque je vous parle de pragmatisme, c'est forcément pour vous un niveau de take profit. Quand vous avez une incertitude sur le marché, c'est-à-dire que vous étiez acheteur et que vous arrivez sur un niveau de résistance, donc une incertitude, eh bien, ça peut faire l'objet d'une prise de bénéfice, tout simplement. C'est pas délirant de se dire, eh bien, si j'arrive là et que j'ai un vrai, parce que on arrive sur la ligne médiane, mais on voyait, c'est également un niveau de résistance clé, d'accord? C'est un niveau de résistance de moyen terme. Vous voyez comment ce niveau Fibonacci qui est ici trouve une complémentarité avec la notion de résistance ou de support chartiste. Donc le niveau des 9300 sur l'IBEX, c'est polarisé ici, c'est de nouveau polarisé. Vous voyez comment il a fait réagir les cours une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc vous pensez bien que si le marché retrace, comme je l'espère, jusqu'à ce niveau de prix, on va en plus avoir, vous voyez, on a une belle oblique, hein, vous voyez ici les réactions sur la ligne médiane. On a des réactions claires sur la ligne médiane. Donc elle va agir de nouveau en résistance. C'est pour ça qu'on aura un véritable point d'arbitrage sur le niveau des 9003 et donc une zone de take profit pour vous. Clair. Et là, donc est-ce que ce serait une 1 ou une A sur l'ESP 35? Donc une 1 ou une A. C'est-à-dire, est-ce que... ah oui, ici, sur cette zone qui est là, c'est une bonne question. En fait, c'est difficile de répondre à ce stade. C'est-à-dire que quand vous avez un mouvement aussi violent, vous voyez, depuis la crise, 2008, on a eu une dépréciation extrêmement forte sur cet actif, donc qui s'est réalisé en 3 temps. Donc est-ce qu'on va avoir une vague A et une vague B et potentiellement une vague C qui peut nous emmener là, ou alors une vague 1 avec une vague 2 et une vague 3 qui va être très impulsionnelle? Moi je ne sais pas répondre à cette question. C'est pour ça que je vous mets 2 possibilités lyotistes. On a potentiellement une vague A ou une vague 1. Si on constate une impulsion, mais après tu vas voir, visiteur, que c'est pas très grave de se dire est-ce que c'est une vague A ou une vague 1. L'important c'est de réaliser de voir qu'en termes de décompte, on a fait 5 temps. Le fait qu'on ait fait 5 temps nous dit que ce mouvement-là était une impulsion. Et que si nous avons une vague A ou une vague 1, peu importe, elle appelle une vague C ou une vague 3 haussière. Aussi forte, au moins aussi forte en amplitude. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir en termes de trading. Parce qu'en fait, c'est pas très important de se dire que le décompte soit finalement en 3 temps ou en 5 temps. L'important, c'est de se dire, oui, on va repartir en impulsion haussière, puisque là, on a eu une vague en 5 temps. C'est ça qui est important. Et après, en termes de trading, ça veut simplement dire que vous aurez des prises de bénéfices obligées sur le niveau des 100% en expansion, dans le cas où on aurait une vague C et pas une vague 3. Et on laissera des soldes courir dans le cas d'un scénario finalement qui serait une vague en 5 temps, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Mais le plus important, c'est de bien repérer qu'on avait une impulsion claire en 5 temps et que ce genre d'impulsion va appeler une deuxième vague d'impulsion. Et au final, ce qui peut se passer, c'est qu'on ait ici une vague C avec la formation d'une grande structure en triangle. C'est pas impossible qu'on ait ce genre de choses qui apparaissent sur l'IBEX. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire si c'est ce qui va se passer. J'en sais rien. Mais encore une fois, c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est de déterminer des zones à partir desquelles on attend un rebond technique. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, donc Bulltrade, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il faut se méfier des personnes qui peuvent être amenées. Alors parce qu'en fait Bulltrade, bon je vais pas publier ton commentaire, mais je vais y répondre. Il faut se méfier des personnes
qui peuvent vous vendre des formations ou de l'information technique susceptible de vous faire finalement trader un maximum. D'accord ? Je tiens quand même à rappeler que je suis indépendant aujourd'hui, donc je travaille pour plusieurs clients, donc j'interviens en tant qu'analyste technique, et donc je ne suis pas moi lié en termes de salariat à FXM. Je suis vraiment indépendant. Donc si ça permet de répondre à ta question sur le fait que il n'y a pas de conflit d'intérêt entre ce que je peux être amené à faire et finalement l'organisme pour lequel je suis lié contractuellement. Maintenant, moi, justement, si tu me connaissais bien, et je t'invite à te rapprocher de la communauté DailyFX qui me connaît bien, jamais dans mon discours, je n'incite à trader si je ne suis pas absolument convaincu qu'il y a vraiment une opportunité intéressante. Au contraire, je suis le premier à prôner le trading responsable et c'est la raison pour laquelle j'entame toujours les webinaires en prévenant des risques qui ont cours sur les marchés financiers parce qu'ils sont réels. C'est la raison pour laquelle j'insiste vraiment sur le fait que pour trader, il vous faut un bagage technique conséquent et que ça vous va demander non seulement du temps, mais un travail énorme en termes d'acquisition de connaissances et de backtesting de vos stratégies. Il ne faut absolument pas être dupe, les marchés financiers sont extrêmement difficiles. D'accord ? Maintenant, il peut y avoir des bonnes opportunités. Ces bonnes opportunités apparaissent quand vous avez une convergence de plusieurs éléments qui vont dans votre sens. Il faut vraiment essayer de mettre un maximum de probabilité dans votre sens et finalement, mes analyses ne font que ressortir ça. C'est-à-dire qu'au travers de mes schémas d'analyse que sont les vagues héliotistes, les canaux d'Andrews et mes niveaux Fibonacci de support et de résistance, je mets en couleur ces niveaux clés sur lesquels j'attends des retournements. Et pour ceux qui sont effectivement, et ça c'est difficile, comme tu le dis Alex, et ça me prend énormément de temps, vous ne pouvez pas imaginer le temps que je passe sur ces analyses. C'est un travail de dingue. Mais ce travail de recherche est payant. Et je vous invite, pour ceux qui sont dubitatifs, à regarder les analyses que je publie sur DailyFX parce qu'à chaque fois que je publie une analyse, je publie un lien sur l'analyse précédente relatif à cet actif. Et je vous invite à regarder les trajectoires que j'émets, les zones de retournement que j'émets et comment les cours réagissent sur ces trajectoires. C'est la meilleure façon de vous convaincre de ce que je vous apporte. J'agis en toute transparence et chaque semaine, je le répète, je mets systématiquement des liens sur toutes les analyses et les historiques que j'ai publiés actif par actif. Ça vous permet de vous rendre compte de la justesse de cette approche. Voilà, c'est la meilleure finalement preuve que je puisse vous apporter. Et encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire moi le CAC où il sera dans 1 an ou dans 2 ans. Le plus important, c'est surtout de déterminer des zones sur lesquelles on attend des rebonds ou on attend une dépréciation, la zone optimale d'intervention, et après on émet des scénarios et on essaye de jouer le scénario à fond en essayant de neutraliser notre risque le plus rapidement possible, parce qu'au final, c'est ça, convertir une analyse en termes de trading. C'est finalement se donner un biais, se donner un point d'entrée, se donner un stop logique en termes de marché et se donner des zones de take profit logiques au regard de vos contraintes. Et ça vous permet de bâtir du money management qui a du sens et ce qui vous permet d'obtenir derrière en fait un niveau de risk-reward. Et si ce niveau de risk-reward est satisfaisant par rapport à vos contraintes, eh bien, vous avez un trade. Et donc, ça veut dire que des belles situations qui présentent des bons points d'entrée en termes de retournement, eh bien, ne donnent pas forcément de trade parce que vous n'avez pas une vision claire sur l'objectif que vous pouvez avoir et où vous n'avez pas forcément un niveau de stop logique proposé par le marché. Tous les points d'entrée qui sont intéressants en termes de rebond ne sont pas forcément tradables, simplement parce que des niveaux de résistance trop proches qui nous empêchent finalement de prendre ces points-là. C'est pour ça qu'analyser et trader sont deux choses très différentes. D'accord ? Moi, je suis un analyste, je vous présente mes zones d'entrée, je vous présente des principes très clairs en termes de trading, mais encore une fois,
Je ne fais pas du conseil en investissement. Je tiens à être absolument clair. Je vous propose mes contraintes, je vous propose les seuils sur lesquels je vois des retours de cours, mais je ne vous donne pas de conseils en termes d'investissement. C'est à vous de prendre vos propres responsabilités vis-à-vis de ça. Voilà. Alors, question de Yves. Alors, où est-ce qu'on peut trouver mes analyses? C'est très simple. Je vais vous les montrer. Mes analyses, vous les trouvez sur le coin avis d'analyste. Vous allez sur les analyses d'EliFX. Vous cliquez, vous voyez tout en bas, et vous avez la biographie complète de mes articles. Donc, vous avez ici la liste de mes articles. Vous pouvez cliquer sur suivant et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir la liste détaillée. D'accord? Si vous cliquez par exemple sur un des articles, ici donc Linxen, vous voyez comment je structure en fait mes articles systématiquement. J'indique voilà quel était le précédent article, ma précédente analyse donc sur le Hang Seng. Et ainsi de suite. Si vous cliquez donc sur ce lien, sur cette analyse précédente, je vous présentais donc l'analyse qui précédait encore. Vous voyez, sur cette analyse, j'avais donné, vous retrouvez finalement mes principes, mes canaux de régression, mes lignes médianes. J'avais indiqué ici un point short. Vous voyez, c'était l'objet de ma précédente analyse, réaction des cours sur cette zone de short. Bon, je ne vais pas vous faire la promotion de de mes articles et de ce que je vous raconte. Je ne veux pas vendre absolument mon système, c'est pas ça. Moi, ce que je vous invite, c'est regarder l'historique et faites-vous vous-même votre propre idée. Alors, dans mes analyses, il n'y a pas de stop, pas d'objectif, donc question de la part de Bulltrade. Je donne des biais, c'est faux, puisque dans la plupart des analyses que j'émets, au contraire, j'émets parfois même des niveaux de TP très précis, sachant que je le fais, vous voyez, ça c'est par exemple une analyse que j'avais fait sur le DAX, donc j'avais identifié ici un point de retournement, puisque nous avions à la fois un niveau Fibonacci important, un cluster, donc une zone de résistance, et une ligne médiane qui montrait des points de contact évidents. Donc les prémices d'une fourchette d'Andrews avec zone d'intervention baissière. Et je donne ici, vous voyez, les niveaux de TP. Donc Bulltrade, tu ne peux pas dire ça, que je donne pas de stop, que je donne pas d'objectif, c'est méconnaître le travail que je fais. Donc encore une fois, ceux qui sont sceptiques, je vous invite à regarder les analyses que je fais, regarder l'historique de ce que j'aimais en termes... Et puis voilà, faites-vous de votre idée. Mais je vous en conjure, ne soyez pas sceptiques sur le chat, sur des éléments que vous ne connaissez pas, si vous ne prenez pas le temps de regarder ce que j'ai pu émettre en termes d'analyse et d'articles, parce que c'est simplement pas honnête de votre part. Voilà. Donc, je reviens maintenant, je close cet aparté. Je comprends que vous puissiez parfois être un peu sceptique, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment la raison pour laquelle, sur mes articles, j'ai cette approche-là, où je vous donne des liens sur les articles historiques. Faites-vous de votre idée, mais encore une fois, soyez par contre derrière objectif sur les remarques que vous m'émettez. Voilà. Alors, puisque je suis indépendant, où est-ce que tu peux retrouver mes analyses, Yves? Eh bien, j'ai également un compte Twitter que je peux vous montrer. Donc, sur mon compte Twitter, vous voyez, aujourd'hui, j'ai émis plusieurs analyses. Donc, j'ai actuellement 1650 personnes qui me suivent sur Twitter. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous étiez 1100 il y a 3 mois et vous êtes aujourd'hui 1600. Si vous regardez ce que j'ai pu émettre aujourd'hui en termes d'analyse, eh bien, vous voyez par exemple, j'ai proposé un short sur l'Eurocad très agressif. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose que je n'ai pas publié sur DailyFX pour la simple et bonne raison que c'est arrivé ce matin. Donc j'ai proposé un short, vous voyez, avec ma prise de position, j'étais à moins 9,4 pips sur l'Eurocad. Je vous avoue que j'ai même pas eu le temps de regarder l'Eurocad depuis tout à l'heure, et je peux vous le montrer, vous voyez, maintenant l'Eurocad, je suis à 135 points de gain, ce qui veut bien dire que mon analyse sur l'Eurocad est plutôt pas mal. Elle était partie du principe que nous étions sur un niveau clé, c'est un niveau clé en fait.
Je vous l'avais déjà présenté en niveau hebdo, le RECAD. On est sur le haut d'un canal haussier, sur le haut d'un canal baissier, donc on a une vraie confluence sur ces niveaux. Moi je cherche à le shorter. En journalier, on a eu une vague en 5 temps qu'on peut voir, je vais vous l'afficher en journalier. Vous voyez, on a ici, donc on peut même le voir en H4. Il n'y a pas de bluff en fait, hein. J'ai vraiment la même démarche systématiquement. On peut voir une vague en 5 temps, 1, 2, 3, 4 et 5, un retracement en 3 temps. Ce retracement en 3 temps me donne un cluster sur les 1,618 qui correspond au retracement 0,618. Donc ici en fait une zone de short potentiel avec constitution d'une fourchette d'Andrews. On descend dans des unités de temps inférieures. On peut voir d'ailleurs quand j'étais en H4, hein, ici on a eu la constitution d'une avalanche baissière, H4, donc un price action exactement sur la zone. J'ai shorté, j'ai optimisé ça en fait dans une logique intraday, je l'ai poussé sur Twitter. Sur Twitter, vous voyez, on était vraiment juste là, et bon, bah, vous voyez, le marché part dans mon sens. Et mon objectif de prix, puisque c'est ta question Bulltrad, bah, mon objectif de prix, c'est un retour sur la ligne médiane. Donc je vise les 1,50 comme TP1. Mais comme mon analyse hebdo me fait dire qu'on est sur une zone swing, eh bien ce n'est qu'un TP1 et je vais laisser courir mon trade derrière en trading stop pour rechercher cette fois-ci le niveau, je peux le montrer, le niveau de ligne médiane en hebdomadaire, et donc un retour des prix. Vous voyez, les 1,50 sont ici, je peux viser un retour sur les 1,4780, c'est-à-dire par action-réaction, vous voyez mon analyse hebdo, un retour sur les 1,4890. D'accord? Et je vais laisser traîner un solde vers les 1,40 dans l'espoir que le marché, finalement, continue ce canal de régression pour aller rechercher cette fois-ci la ligne médiane. Vous voyez l'importance de la fractalisation, la ligne médiane de ce grand canal de régression baissier que je peux avoir en hebdo. Donc par action-réaction, vous voyez, double bottom, on est arrivé sur une zone de confluence, les fameux 200% de mon double bottom. Je vais viser un premier TP sur les 1,50 retour de la ligne médiane de ce canal de régression haussier et un deuxième TP sur les 1,40, c'est-à-dire un retour sur la ligne médiane de ce canal de régression baissier. Voilà. Est-ce que je vais me faire stopper sur ce trade avant mon premier objectif bull trade? Bah oui, je veux bien prendre le pari. Ok, on regardera ça dans quelques temps. Ce trade, je vais le laisser courir. Ok, il me reste combien de temps 16h50. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas être objectif et de ne pas jouer la transparence. Puisque mes trades, je les annonce en direct sur Twitter, j'émets plein de signaux, je ne suis pas habilité pour le faire. D'accord? Je suis pas habilité pour faire du conseil en investissement. Donc moi, ce que je vous dis, c'est pas d'acheter ou de vendre. Ce que je vous dis, c'est que moi, c'est ce que je fais. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est ça, et je l'annonce sur Twitter. Ok? C'est difficile, et je suis en compte réel. Donc c'est difficile d'être plus transparent que moi. Donc maintenant, vous croyez ou pas à mes analyses, c'est pas mon problème. À vous de voir quel est votre intérêt. Alors, sur l'euro GBP, on peut voir ce qu'il en est, bien entendu. L'euro GBP, je crois que les cours sont sur une résistance forte. On va se mettre en position, mensuelle. Et l'euro GBP, vous voyez l'euro GBP, donc cette zone que je vous avais identifiée comme une zone acheteuse sur l'euro GBP, puisqu'on était en bas de ce canal de régression de moyen terme, qui plus est sur le bas de ce canal de régression baissier, on avait énormément de choses pour nous. Donc je vous avais dit que cette zone était acheteuse. On est arrivé sur un niveau de résistance important. Vous voyez, niveau de retracement 50% de toute la hausse qui est ici se trouve en niveau de résistance. D'accord? Maintenant, le fait qu'on ait franchi, le fait qu'on ait franchi en fait la ligne médiane de ce canal peut donner en fait des opportunités si le marché revient tester en pullback la ligne de coup de ce double bottom.
Vous voyez ici, c'est plus l'heure d'acheter, c'est difficile de vendre sur ce niveau, même si on est sur une résistance, ou alors faudrait vraiment le travailler dans des unités plus court terme, j'entends par exemple le H4, pour regarder si on a des canaux baissiers, mais là vous êtes un peu contre tendance parce qu'on a un vrai mouvement d'impulsion en fait qui s'enclenche. Donc moi ici je serais plutôt en fait à espérer un pullback, vous voyez par exemple sur cette zone qui est ici, pour essayer de me positionner à l'achat et viser un retour vers le haut du canal. Donc ça c'est une approche, j'ai envie de dire, chartiste assez simple. On pourrait se mettre en hebdo et je vais finir là-dessus. Vous voyez, on voit bien le double bottom qui est ici. Il faut faire attention parce que là vous avez potentiellement un canal qui peut rejeter les cours. Donc on va regarder ensemble ce que donnerait ce canal. Vous voyez, si je devais mettre une fourchette d'Andrews, ajuster sur les plus bas, on est potentiellement, j'ai envie de dire par intuition, on est potentiellement sur la partie haute. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. On a un marché qui bloque sur le haut de ce canal de régression. Donc là, un scénario idéal serait qu'effectivement cet oblique qui est ici, de report, bloque et emmène les cours par action-réaction vers la ligne médiane. D'accord ? Et ici, ce serait donc une zone de soutien, la ligne médiane. Je vais vous le mettre dans une couleur plus importante. Je vais vous le mettre en vert et en gras. Donc le plan n'est pas de vendre. Le plan, c'est d'attendre un repli sur cette zone. Moi, c'est comme ça que je fonctionnerais. C'est comme ça que je procéderais. Donc si je devais établir en fait une zone d'intervention technique, on aurait ici une zone de support, on aurait un retour sur la ligne médiane et on aurait peut-être un niveau de retracement qui serait peut-être les 38,2 ou les 50%. Vous voyez, ici, on serait entre les 38,2 et les 50%. Donc ce sont des nouveaux qui peuvent également, même si ce n'est pas très précis, qui peuvent donc aider en termes de support. On a également une fourchette d'Andrews qu'on peut positionner sur ce swing high-low qui est ici. Vous voyez, on est arrivé sur le haut de cette fourchette d'Andrews. Donc on est arrivé vraiment sur un seuil de résistance ici. On a vraiment une résistance chartiste, on est sur le haut de l'Andrews, les prix sont en train d'être rejetés par ce canal de régression. Par contre, regardez comme ce point-là serait beau. Pour moi, on a un vrai point d'achat ici. C'est-à-dire que si je devais... bon là, je le fais un peu à la va-vite, il faudrait le faire plus précisément. Mais vous voyez ici, on retournerait sur le bas de cette fourchette d'Andrews, donc ce canal haussier. Et donc, je ne sais pas vous dire si le marché va aller là dans ce timing. D'accord ? Je ne sais pas. Alors, Gadral, il faudrait... c'est pour ça que je te dis, je le fais un peu rapidement, je le fais devant vous un peu rapidement. Il faudrait bien ajuster les éléments, mais je vous donne l'esprit... je vous donne l'esprit de mes schémas analytiques. On est ici sur des hauts de canaux. On est sous résistance, donc là, il ne faut plus acheter, d'accord ? Je ne dis pas qu'il faut vendre parce qu'on est dans une tendance qui est haussière, mais c'est plus l'heure d'acheter. Par contre, si le marché vient rechercher cette zone, et moi je ne sais pas vous dire si le marché vient rechercher cette zone, d'accord ? Je ne sais pas vous le dire, mais si le marché vient rechercher cette zone va m'intéresser pour me positionner à l'achat, puisque nous aurons un support chartiste, nous aurons le bas de cet Andrews, nous aurons la ligne médiane de ce canal, et bien ma foi, on peut viser comme TP1 un retour sur la ligne médian des prix, c'est-à-dire un retour sur l'axe médian de cette fourchette, c'est notre TP1, d'accord ? Encore une fois, quelque chose de très objectif puisque c'est toujours la même règle que j'applique, c'est une règle d'or. Et si c'est une règle que vous ne changez jamais, eh bien elle est objective, selon vos critères. Voilà. Il vous faut des règles d'or, des règles qui ne sont assujetties à aucune exception. Voilà, c'est ça qui est important. Donc ici, je me donnerai comme TP1 cette zone qui est là, et puis derrière, comme TP2, eh bien on retourne vers le haut de ce canal de régression baissier. Et ici, c'est clair que si le marché vient chercher cette zone qui est ici, sur le haut du canal haussier et également en retour sur le haut du canal baissier, cette zone qui est là, eh bien pour moi c'est une zone de recherche de short, d'accord ? Avec un TP de retour sur la ligne médiane de ma fourchette, TP1, et je laisse courir un solde en TP2 pour aller rechercher la ligne médiane de mon canal de régression baissier par action-réaction. Donc,
des objectifs très clairs et, et qui correspondent en fait à des règles que je qualifie de propres, puisque je n'émets pas d'exception sur ces règles. Je fonctionne toujours de la même façon. Voilà. Donc oui, visiteur, merci. Alors merci pour tes remarques. C'est vrai que j'aime expliquer ma façon de procéder de façon à ce que vous puissiez la reproduire et conforter. Et ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant, alors oui, Gadral, je réponds à tes questions, les fourchettes fonctionnent dans toutes les unités de temps, j'ai envie de dire jusqu'au M15. En dessous du M15, c'est pas raisonnable d'appliquer en fait les schémas que j'utilise parce que tu n'auras pas le temps de les tracer et que le marché aura déjà évolué. N'oubliez pas qu'il faut ajuster les fourchettes par rapport à la réalité du marché. Quand un marché réalise des plus hauts, eh bien, il faut tenir compte de ce plus haut et réajuster l'angle. D'accord ? C'est ce qui fait que ça reste compliqué, c'est un travail de recherche. D'accord ? Mais quand vous maîtrisez ce travail de recherche, vous arrivez à déterminer des zones relativement bien fiables en termes de points d'entrée. Ok ? Alors, sur l'USD-Yen. Bien, l'USD-Yen est un peu comme les indices, c'est-à-dire que nous avons, alors je vais vous mettre ça en journalier. L'USD-Yen en fait oscille de la même façon que les indices. Moi je suis embêté en fait sur l'USD-Yen, je dois vous le dire, parce que on arrive certes sur un bas de drapeau potentiel, mais on arrive sur un mauvais timing pour moi. Même si c'est vrai qu'en faisant, donc on retrouve en fait le même type de configuration que ce qu'on pouvait avoir. C'est gentil, visiteur. On retrouve ce même type de configuration sur les indices, c'est-à-dire un drapeau chartiste, d'accord. Mais j'ai pas un bas de canal en fait en soutien pour me confirmer que ce drapeau arrive sur une zone de soutien également de moyen terme. D'accord, donc on peut tout à fait repartir là. C'est vrai qu'en faisant un report d'oblique de la partie supérieure sur la partie inférieure, nous y arrivons. Nous avons également un jeu d'expansion qui nous donne une vague A égale une vague C, et donc une zone de support technique clair. Maintenant, ça correspond en fait à un timing qui n'est pas évident. Donc, je ne sais pas dire si le marché va finalement fracasser cette zone. Si le marché fracasse cette zone de support, ça veut dire que les indices vont encore bien baisser, d'accord, puisque l'USD-Yen est corrélé aux indices. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, c'est plus le moment de vendre, dans le sens où votre stop il est où? Vous n'avez pas de stop technique, et puis vous arrivez sur des zones de rebond potentiel. Donc si vous devez faire quelque chose, c'est plutôt chercher à acheter l'USD-Yen, alors peut-être pas en hebdo, mais sur des patterns par exemple de double bottom que vous pourriez voir dans des unités H4 ou H1, et donc après essayer d'être ambitieux sur votre trade. Mais on a quand même un mouvement, on a quand même un couteau qui tombe pour le moment. On a quand même ici des mouvements qui sont assez violents, donc il faut y aller très prudemment, d'accord. Même si l'USD-Yen reste haussier jusqu'à preuve du contraire, on est haussier, on est dans une tendance haussière, on a affaire en fait à des niveaux de retracement d'une violence, j'ai envie de dire, importante, mais on reste bullish pour le moment, d'accord. La tendance de fond est haussière. Est-ce que c'est ce point-là qui va faire repartir l'USD-Yen? C'est possible, puisque ça correspond, il y a des arguments techniques pour le dire, mais vu la force des mouvements, il faut y aller avec précaution, donc il faut vraiment pas s'exposer, quoi. Voilà, donc encore une fois, c'est le message que je veux vous donner, si vous avez des interrogations sur l'approche que j'ai sur les marchés, eh bien, avant de poster des commentaires qui font part de cet état dubitatif, lisez mes analyses. Vous avez tout pour pouvoir juger de ce que je vous apporte. Donc faites-le, et après soyez juste de bonne foi et on pourra discuter. Voilà.
En tout cas, faites un peu attention en ce moment. C'est vrai que les marchés dégagent pas mal de volatilité. On est sur un marché qui est assez drivé par les banques centrales. Quand on voit les interventions des différentes banques, avec l'intervention encore récente de la Banque du Japon, qui passe sur des taux négatifs, la banque US, la Fed, qui vient de changer ses taux et qui passe d'une politique accommodante vers une forme de normalisation de ces taux directeurs, ça veut dire que on est sur des marchés qui sont quand même vraiment drivés encore. On est sur une phase d'instabilité en fait au niveau des taux directeurs des différentes banques. On parle de guerre des monnaies, la plupart des pays essayent de baisser leur monnaie de façon à regagner des niveaux d'exportation, on va dire raisonnables, au moins intéressants pour leur économie. Donc tout ça fait dire que ça fausse un peu le marché, ça peut créer donc des sursauts de volatilité relativement importants. Donc on est dans une zone un peu trouble en ce moment, et donc il faut éviter de s'exposer fortement sur les marchés. Et surtout, et ça c'est quelque chose d'important, surtout c'est vraiment essayer de neutraliser vos risques le plus rapidement possible. Ça c'est ce que je tenais à dire. Donc l'EuroCAD, on pose la question, est-ce qu'il part baissier? Les cours fonctionnent en vague. Donc l'EuroCAD, s'il a retracé, est-ce que c'est grave? A priori non, puisque vous savez que le marché résonne en vague, un dreux avec des phases de retracement. Donc c'est pas grave. L'important c'est de bien positionner son stop et de baisser le stop à partir du moment où vous avez bien la constitution loi de haut de bas de plus en plus bas, qui vous permet donc de baisser votre stop par palier et éventuellement de renforcer votre position. Mais encore une fois, donc là je m'adresse à Bulltrade. Je pense que tu n'as pas beaucoup d'expérience sur les marchés financiers, puisque tu ne te permettrais pas d'être aussi, aussi surpris de ce type de mouvement, surtout sur des paires croisées comme l'EuroCAD, qui dégagent énormément de volatilité. Donc je t'invite à continuer de travailler donc, tes connaissances. Il y a énormément de contenu gratuit sur dailyfx.fr et franchement c'est une mine d'or extraordinaire, parce que vous avez des analystes qui s'impliquent vraiment, qui le font pour vous, qui se lèvent tôt tous les matins, qui se couchent tard en général et qui vous apportent une tonne d'informations sur Twitter. Donc ça, après que vous le preniez ou pas, c'est votre problème. Il n'empêche que c'est une information qui vous est donnée complètement gratuitement et franchement, c'est du pain béni. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas dans la critique, ou alors dans la critique constructive. Et ça, moi je suis d'accord pour vous entendre sur ce sujet. Voilà. Bon merci à vous. Merci à vous tous, vous étiez encore une fois très nombreux, vous m'avez envoyé pas mal de... Je ne peux pas publier tous les commentaires, mais merci à tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires extrêmement positifs, vous me connaissez. Pour ceux qui sont un peu plus dans l'interrogation, lisez mes analyses, et puis on en reparlera. Okay, voilà, je vous laisse. Les prochaines fois, je ne m'attarderai pas sur ceux qui se posent des questions sur la façon dont on procède. Franchement, je donne tellement d'informations en temps réel sur les réseaux Twitter et au travers de mes articles que j'ai pas trop besoin de me justifier. Je le fais de temps en temps, mais je le ferai plus les prochaines fois. Donc merci Yas, merci Brigitte, merci à vous tous. Je vous souhaite donc une bonne fin de semaine. Encore une fois, soyez prudents. Et puis je vous dis à demain pour ma prochaine quotidienne. Et on se retrouve dès la semaine prochaine, donc mercredi prochain, même heure, pour le prochain webinaire sur DailyFX. Merci à vous tous et à très bientôt.